Bonjour à tous, bienvenue au colloque du mardi 19 novembre. Bienvenue aux personnes en ligne et aux personnes dans la salle. Donc, aujourd'hui, c'est Guillaume Rousson qui va nous parler de l'expérience patient et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Quelques mots sur Guillaume. Donc, il a un master en kinésithérapie, c'est-à-dire physiothérapie en Suisse, et en sciences politiques et appliquées à la santé. Il est aussi certifié international du VBHC Read, que j'ai découvert, donc c'est le Value Based Healthcare. Et il est cofondateur et directeur d'une startup qui s'appelle Entends-moi, qui utilise justement des techniques qu'il va nous présenter pour analyser l'expérience patient. Et il fait également un doctorat en management des organisations de santé à l'Université de Lyon. Et finalement, il est aussi engagé dans plusieurs associations dans le domaine de la santé, l'association européenne de l'expérience patient, Shared Patient Experience, et il est aussi à la fabrique de soins. Donc, et en plus de tout ça, il pratique encore en tant que physiothérapeute. Voilà, à Paris, c'est ça? Ouais, à distance, en téléconsultation. Intéressant. Bienvenue, merci. Pour tout le monde, pour info, donc le colloque sera enregistré. C'est bon, c'est démarré. Super. Ok, super. Eh ben, merci beaucoup pour cette introduction et pour cette courte présentation. Donc, effectivement, vu que tu as présenté globalement ce que je fais, simplement pour vous dire que mon lien d'intérêt principal, c'est qu'effectivement, l'approche que je vais vous présenter, qui est au cœur de mon travail de thèse, est du coup une approche qui a été développée par une entreprise privée française, qui a la particularité d'avoir été fondée par des patientes engagées dans le système de santé, des professionnels de santé et un ingénieur. C'est vrai que obligatoirement, ça me donne une orientation euh, par rapport à ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais partir un peu de ce que ça représente pour vous l'expérience patient. Donc, je vous propose, si vous avez votre téléphone à portée de main, et puis sinon pour les autres, on le fera rapidement à l'oral, de scanner le QR code et vous allez avoir du coup deux courtes questions qui vont apparaître. Il faut juste que je les lance, ce format-là. Juste que je retourne sur en ligne. Et ouais, c'était servi, mais du coup, c'est le même. Voilà. Voilà, on va le faire à l'oral. On perdra moins de temps. Du coup, est-ce que si je vous dis expérience patient, ça vous fait penser à quoi comme terme connexe, simplement comme mots qui vous viennent comme ça à l'esprit. Puis ceux qui sont à distance, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. On regardera aussi si vous le souhaitez. À quoi ça vous fait penser quand je vous dis expérience patient? C'est quoi les premiers mots qui vous viennent en tête? Ouais, PREMS. On va en parler effectivement. Vécu. Diversité. Diversité. Ok. Satisfaction. Ok. Il y a des gens qui mettent. Ok, super. D'autres termes en ligne, du coup, si on peut avoir l'écu patient, ergonomie. Ok. Questionnaire. Questionnaire. Ok. Ça marche. Apprentissage de la maladie Ok, super. en ligne. Donc effectivement, on va parler un peu de toutes ces thématiques-là aujourd'hui. Et la deuxième question que je voulais vous poser, mais du coup l'objectif c'était de la faire en ligne pour justement que ça soit transparent et que vous puissiez répondre anonymement, mais on va le faire comme ça à cappella. C'est est-ce que d'après vous, c'est indispensable, et j'insiste sur ce mot, de recueillir l'expérience patient? Oui. Si vous êtes là, c'est sûrement que vous pensez que oui, mais on va voir effectivement pourquoi et surtout comment. Mais l'objectif de cette question, mais effectivement la prochaine fois, on pourra le faire dans un format en ligne. L'objectif de cette question, c'était notamment de voir s'il y en avait qui pensaient non. Dans ce cas-là, on aurait traité ça d'abord avant de partir du coup de l'hypothèse que oui, c'est indispensable et d'expliquer pourquoi et comment.
Alors, sur la présentation, hop, super. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience patient et je voulais l'introduire au travers de ce graphique qu'on est en train de publier pour essayer de représenter finalement les trois grands piliers de la qualité des soins. Ce graphique, l'objectif, c'est surtout de mettre en évidence qu'il y a une symétrie axiale, du coup, qui suit tout le processus de soins, une symétrie axiale entre la qualité des soins perçus par les patients et la qualité des soins perçus par les cliniciens. Et les trois composantes qui vont donc être représentées sur ce graphique, c'est donc ce qui se passe pendant les soins. Disons, prenons pour faire simple une chirurgie. Il va donc avoir une chirurgie qui va être réalisée auprès d'un patient. On va pouvoir donc déjà commencer à évaluer le processus de soins d'un point de vue de la qualité perçue du côté donc de ce qui se passe pendant, donc de l'expérience du patient, du côté clinicien par l'évaluation des pratiques médicales. Deuxièmement, on va avoir tout au long, c'est pour ça qu'il est au centre, tout au long du processus, une évaluation de la sécurité des soins. Là aussi, de la même manière, on va le faire régulièrement, plus souvent du côté des professionnels, mais on va aussi l'avoir avec la possibilité d'avoir la perception des patients sur la sécurité des soins. Et on parle de plus en plus de la partie finalement qui se passe après les soins, donc l'évaluation des résultats des soins. Et là aussi, on va le faire du côté patient et du côté professionnel. Donc, ce graphique, c'est pour essayer de représenter finalement ce qui a été mis en évidence par Doyle et collaborateurs dans cette revue de la littérature qui est maintenant très citée et qui finalement essayait a mis en évidence qu'il y avait une association positive et systématique entre l'expérience patient et les deux autres composants que je vous ai présentés, c'est-à-dire entre ce qui se passe pendant les soins, la sécurité des soins et aussi les résultats. Leur objectif, c'était, leur conclusion, c'est finalement que, du coup, les trois piliers de la qualité des soins qui sont donc nécessaires d'envisager comme trois éléments indissociables, c'est donc l'expérience patient, l'efficacité clinique et la sécurité des soins. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet donc de mettre l'emphase sur le fait que pourquoi c'est nécessaire, voire indispensable de recueillir l'expérience patient, parce que sinon on mesurerait que deux des trois piliers, on recueillerait que deux des trois piliers de la qualité des soins, et puis parce que une expérience patient est positivement associée à un certain nombre d'éléments, notamment aux résultats de santé, à l'adhésion aux médicaments, aux traitements recommandés, aux soins préventifs, à l'utilisation de la bonne manière des ressources de santé, mais aussi à une bonne qualité technique des soins et à une diminution des événements indésirables. Donc, c'est pour dire que finalement, l'expérience patient, dans un certain nombre de situations, ça peut représenter une forme de proxy, donc une forme où on peut s'approcher finalement d'un certain nombre d'autres éléments. On n'aura pas un lien obligatoirement de causalité, mais on pourra avoir une forme de corrélation entre ces éléments, d'où le fait de s'intéresser à comment on va mesurer, recueillir l'expérience patient, mais surtout comment on va potentiellement le faire à partir des données qui sont déjà présentes dans les établissements de santé, mais aussi dans le système de santé de proximité lorsque c'est. Donc aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur cette partie, sur l'expérience patient, c'est-à-dire le vécu du processus de soins par les patients pour notamment évaluer l'une des parties de la qualité des soins. Mais on pourrait aussi parler du coup de la perception de la sécurité des soins par les patients. Et puis régulièrement, on intervient aussi, et c'est la première partie de ma thèse qui s'intéresse plutôt à la perception des patients sur les résultats des soins au travers de questionnaires maintenant que l'on connaît bien et qu'on appelle des FROS. Mais aujourd'hui, donc, on va se concentrer sur l'expérience patient. Donc, je vous ai rappelé la définition de l'expérience patient, en tout cas celle qui a été créée par le Beryl Institute, donc l'Institut américain d'expérience patient, qui a été publié en 2014 par le président du Beryl Institute dans le Journal of Patient Experience, et qui après a été traduit et travaillé par des experts français, notamment le professeur Philippe Michel, et qui après l'a publié en 2021 en France. Donc l'expérience patient, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne et son entourage tout au long de son parcours de santé. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond du coup, si on prend rien qu'un parcours hospitalier, ça va correspondre à tout ce qui va se passer déjà avant le parcours hospitalier. Donc par exemple, moi je dis souvent que par exemple une des premières interactions qu'on va peut-être avoir avec un hôpital, c'est le site internet de l'hôpital. Est-ce que sur le site internet, on va avoir des informations qui vont nous permettre de faciliter ou non notre futur parcours dans l'hôpital? Est-ce qu'on va avoir des informations sur la localisation, sur le parking, mais aussi tout simplement sur quelle tenue il va falloir avoir pour la chirurgie ambulatoire, quel dossier il va falloir emmener, etc. Donc ça, c'est une première interaction qu'on va avoir
non pas avec des professionnels, non pas avec l'organisation directement, mais avec le site de l'organisation. Et après, vous imaginez bien, on va arriver, il va avoir l'expérience, il va avoir une partie liée au parking, liée à l'attente, liée au premier contact qu'on va avoir par exemple avec un agent de sécurité, avec le personnel administratif, on va attendre, on va aller dans l'établissement et donc on va plus ou moins réussir à s'orienter. Donc la signalétique, ça fait aussi partie des éléments qui vont modifier l'expérience patient. Et puis des éléments de soins, puisqu'on va avoir une première consultation, donc une relation avec un professionnel, on va avoir une prise de sang, on va avoir une imagerie. Et tout ça, ça va représenter des expériences, rien qu'à l'intérieur d'un établissement, qui vont s'ajouter les unes après les autres. Et puis, on va avoir aussi la sortie, la coordination avec les professionnels à domicile, avec la pharmacie, avec l'officine. Et puis, une fois qu'on va passer à domicile, on va avoir une nouvelle expérience, cette fois une expérience de soins à domicile. On va aller à la pharmacie, on va avoir une nouvelle expérience, une expérience de délivrance d'un médicament en officine. Et donc, c'est ces expériences qui vont s'ajouter et donc qui vont correspondre finalement à toutes ces interactions, ces situations vécues. Donc, comme je vous dis, ça ne se limite pas qu'à la relation entre le patient et l'équipe médicale. Ça concerne bien sûr toutes les interactions en amont et en aval. Et puis, c'est intéressant aussi de bien se rappeler que l'expérience patient, ça invite à considérer le patient non pas seulement par rapport à la pathologie dont il souffre, mais par rapport à tous ces éléments de personnalité, ses préoccupations et ses attentes, puisque une autre partie de la définition initiale, c'est aussi de dire que l'expérience patient dépend de l'organisation, donc dépend de comment l'établissement ou les autres soins sont organisés, mais ça dépend aussi de l'histoire de vie de la personne. Puisque si on a eu des expériences très négatives en amont, obligatoirement, ça va impacter les expériences qu'on va vivre après. Donc, il y a une partie subjective de l'expérience patient, mais on va aussi essayer, bien sûr, d'identifier les éléments objectifs. Ce qui fait qu'on sépare le plus souvent l'expérience patient de la satisfaction. Certains les regroupent en disant que la satisfaction, c'est une partie de l'expérience. Il n'y a pas encore, en tout cas à ma connaissance, de véritable consensus sur ces deux termes. Mais le plus souvent, on va avoir des questionnaires qui vont finalement regrouper des éléments qui concernent l'expérience patient et la satisfaction avec des questions différentes. Donc, qu'est-ce que c'est la satisfaction? C'est le degré de concordance entre l'expérience vécue par une personne et l'expérience finalement qui était initialement pensée à partir de ses attentes. Donc, l'expérience que je pensais avoir et l'expérience que j'ai vraiment vécue. Et c'est cette différence-là qu'on va évaluer avec la satisfaction. Donc, ça va être des éléments effectivement subjectifs puisque ça va dépendre des attentes de ce qu'on a vécu précédemment. Donc, c'est vraiment cette séparation-là, ce qui fait que de plus en plus, on essaye d'avoir dans les questionnaires, notamment beaucoup de questions qui concernent l'expérience patiente, qui concernent théoriquement des éléments plus objectifs. Alors, pourquoi recueillir l'expérience patient? Il y a notamment cette phrase, moi, que j'aime beaucoup, qui dit que finalement, c'est difficile de planifier à moyen et long terme, notamment dans le cadre du système de santé où on essaie de résoudre des problèmes complexes, que ce soit individuel, organisationnel ou même de politique de santé. Ça va être très difficile de planifier et d'envisager finalement les solutions finales sans prendre en compte la perception de l'usager, de celui qui va utiliser les soins, les services ou les politiques publiques. Et donc, c'est représenté par cette petite image humoristique qui effectivement met en évidence que si on design sans les personnes qui vont être concernées par la suite, par exemple ici tout simplement un chemin dans un parc, on risque finalement d'avoir des pratiques qui soient différentes et donc d'avoir un chemin parallèle qui est plus facile pour les utilisateurs et donc qui est celui qui est choisi par ceux-ci. Donc c'est pour dire que rien que et c'est tout l'intérêt de cette approche, rien que par pure pertinence, efficience, c'est nécessaire de prendre en compte l'expérience patient et du coup de le recueillir de la bonne manière. Alors, comment on recueille l'expérience patient à l'heure actuelle? Il y a de nombreuses méthodes qui ont été décrites. J'aime bien utiliser ce graphique de la Health Foundation puisqu'il représente les différentes approches au travers de cette croix finalement qui met en évidence les méthodes des moins généralisables aux plus généralisables. Donc, plus ça va être généralisable, plus on va pouvoir l'utiliser facilement à grande échelle. Et puis des moins descriptives aux plus descriptives. Et donc, on voit que, bien sûr, celle qu'on utilise le plus, c'est celle qui est la plus généralisable, c'est le survey, c'est le questionnaire, c'est l'enquête. Et on va de plus en plus, puisqu'on voit qu'on va avoir certes quelque chose de généralisable, mais de peu descriptif, on va de plus en plus utiliser des méthodes descriptives, donc des entretiens semi-dirigés, des focus group, voire aussi, on peut bien sûr prendre en compte les lettres de plainte, des observations, etc.
Mais on le voit bien, ces méthodes, elles vont être difficilement généralisables, on va difficilement pouvoir les utiliser à large échelle. Alors certes, il n'y a pas toujours la nécessité, hein, on sait par le concept de saturation des données qu'on n'a pas besoin de faire un entretien avec toutes les personnes pour avoir quelque chose qui soit quand même pertinent, mais c'est vrai que ça pose la question de réussir à utiliser ces approches dans au moins, par exemple, tous les services, si on part du principe que les personnes vont vivre des expériences différentes d'un service à l'autre. Deuxième élément, par rapport à la limite des approches utilisées actuellement, c'est que le National Health Institute of Health Research en 2020, dans leur revue où ils avaient du coup essayé de mettre en évidence les différentes barrières, notamment pour le fait que les questionnaires d'expérience patient soient vraiment utilisés pour améliorer la qualité des soins, a mis en évidence un certain nombre d'éléments, notamment le fait qu'il y a une inadéquation entre ce que les patients partagent au travers de questionnaires et puis les mêmes patients, ce qu'ils vont partager en termes d'expérience lorsqu'on réalise des entretiens avec eux. Donc finalement, entre un recueil quantitatif et un recueil qualitatif, auprès d'une même personne, on ne va pas avoir les mêmes réponses. Ou en tout cas, on va avoir des réponses qui ne seront pas toujours identiques. Ils avaient mis en évidence la même chose, c'était Galan et collaborateurs, entre les scores au questionnaire, donc les questions quantitatives avec notamment des échelles de Likert où on va scorer son expérience ou sa satisfaction, et puis les réponses des mêmes patients, donc dans les mêmes questionnaires, les réponses des mêmes patients aux zones de texte libre. Et ce dont ils se rendaient compte, c'est que lorsqu'ils faisaient des entretiens avec les personnes, finalement, ce qui s'approchait le plus de ce qui était leur vraie expérience, ou en tout cas ce qu'ils partageaient lorsqu'ils pouvaient le faire librement, ben, c'était ce qui était le plus important pour eux. Et ça, on le retrouvait plus dans les questions ouvertes, dans les zones de texte libre, que dans les réponses quantitatives. L'une des hypothèses qui est faite, c'est que la grande majorité des questionnaires, et c'est le cas d'ailleurs aussi bien pour les questionnaires d'expérience patient que pour les questionnaires sur les résultats des soins, donc les questionnaires PROMS, une grande partie de ces questionnaires n'ont pas été créés, n'ont pas été co-créés avec les futurs utilisateurs, là aussi, de ces questionnaires, donc avec des patients qui vont remplir ces questionnaires. Un chiffre, je l'ai pas en tout cas trouvé pour les PREMS, donc pour les questionnaires d'expérience patient, mais pour les questionnaires sur les résultats de santé, sur les PROMS, une revue de la littérature sur un peu plus de 200 questionnaires type PROMS qui a été réalisé en 2019, met en évidence que moins de 10% des PROMS à l'heure actuelle, en tout cas jusqu'à qu'ils aient fait leur revue de la littérature, moins de 10% des PROMS avaient été co-créés du début à la fin avec des patients. Donc on peut imaginer que oui, au milieu, il y aura donc des questions qui ou n'intéresseront pas les patients, ou des questions qui tout simplement ne regroupent pas tout ce qui est important pour les patients. D'où le fait de s'intéresser de plus en plus à finalement au recueil de l'expérience patient de manière libre, ou sous la forme d'entretien, de focus group, mais aussi sous la forme de zones de texte libre à l'intérieur des questionnaires, ou de lettres de plainte qui du coup vont être remplies directement, en tout cas qui vont être envoyées par les patients, ou voilà, en tout cas par des méthodes où finalement on retourne un peu le format initial où c'était les cliniciens, les ingénieurs qualité, les chercheurs qui allaient finalement déterminer ce qui était important à recueillir et qui allaient faire redescendre donc, de manière descendante ces thématiques-là pour essayer de les évaluer auprès des patients, mais de passer sur des méthodes plus ascendantes où c'est directement les personnes qui vont par eux-mêmes partager leur expérience librement. Et donc, basé sur sur ce constat, on s'est posé la question, est-ce qu'on arriverait à finalement transformer les méthodes qui sont déjà les plus utilisées, donc pour partir de l'existant, est-ce qu'on arriverait à transformer les méthodes qui sont déjà les plus utilisées, donc qui sont très généralisables, en méthodes qui restent très généralisables, mais qui soient aussi très descriptives. Et on est parti, donc quand j'ai terminé mon master à la direction qualité des Hospices civils de Lyon, on est parti du coup des données qui existaient déjà, notamment dans les établissements de santé en France. Puisqu'en France, vous le savez pour certains, on a un questionnaire national qui est géré par la Haute Autorité de Santé. Ce questionnaire, il est composé selon les parcours d'environ 50-60 questions fermées. Donc, vous voyez, il va y avoir des questions aussi bien sur l'expérience patient que sur la satisfaction. Par exemple, avez-vous reçu spontanément des explications sur votre état de santé, vos traitements, vos soins, etc. Donc là, on est plutôt sur une question d'expérience patient puisque on ne demande pas de se positionner est-ce que les explications étaient bonnes ou mauvaises, on demande simplement est-ce que vous en avez eu ou pas. Mais par contre, on demande aussi que pensez-vous de la clarté des réponses des médecins ou des chirurgiens. Donc là, c'est plus un élément subjectif. Donc on est plus sur finalement la satisfaction des réponses des médecins. Donc on va avoir l'expérience, la satisfaction, mais on va aussi, et ça c'est le cas depuis le début, avoir deux questions à la fin, non obligatoires, qui sont deux questions ouvertes. Qu'avez-vous retenu de positif au cours de votre séjour?
qu'avez-vous retenu de négatif au cours de votre séjour? Question ouverte très très large, qui génère pour un établissement comme le CHU de Lyon plus de 15 000 lignes de tableur Excel, donc 15 000 réponses de patients qui vont être partagées au travers de ce questionnaire. Depuis 2016, c'est 2 millions, un peu plus maintenant ils doivent être à 3 millions du coup depuis l'analyse, 3 millions de verbatim, donc 3 millions de phrases de patients qui par cet intermédiaire ont été recueillis. Alors certes, ça reste une infime partie de tous les patients qui sont passés par les services des différents établissements, mais c'est quand même une matière brute qualitative qui peut être très intéressante. D'autant plus que ce questionnaire, il est déjà en France déployé dans tous les parcours de médecine, chirurgie obstétrique et envoyé aux patients lorsqu'il reste plus de 48 heures à l'hôpital, lorsqu'ils ont une chirurgie ambulatoire, lorsqu'ils sont hospitalisés sur une durée longue en soins de suite et réadaptation, et c'est expérimenté actuellement aussi en psychiatrie. Et bien sûr, au-delà de ce questionnaire national, les établissements vont mettre en place des questionnaires internes, des questionnaires de sortie qui vont souvent avoir à la fin des zones de texte libre. Et donc, on s'est dit, on pourrait finalement, par l'intermédiaire de ces questions ouvertes, recueillir l'expérience patient, l'analyser par des algorithmes d'intelligence artificielle, notamment de traitement automatique du langage. On va revenir sur ça juste après. Et puis, visualiser ces informations en tableau de bord pour qu'elles soient vraiment utilisées par tous les professionnels qui vont avoir un rôle sur l'amélioration des parcours des patients. Et bien sûr, faire l'ensemble de cette approche en partenariat, donc c'est-à-dire en co-construction et en co-décision entre patients et professionnels de santé, dans l'objectif d'être sûr que les questions soient bien formulées, que les analyses et les algorithmes prennent bien en compte la perspective des patients, que les tableaux de bord ne modifient pas non plus les analyses, etc., etc. Bon, bien sûr, on n'est pas les seuls à avoir fait ça, et heureusement, le NHS recueille en fait un questionnaire qui s'appelle le Friend and Family Test, qui est composé très majoritairement de questions ouvertes, puisque le Friend and Family Test, c'est 3 questions, une question fermée, 2 questions ouvertes, dont une qui est au moins obligatoire à recueillir auprès des patients. Du coup, depuis plus de 10 ans, ils ont mis en place ce questionnaire dans pratiquement tous les services du NHS, avec des taux de participation qui sont plus ou moins importants. Et du coup, ils ont très majoritairement comme source d'expérience patient de la donnée qualitative non structurée. Du coup, ça a duré assez longtemps où finalement, ils envoyaient de la donnée qualitative non structurée aux établissements. Puis au bout d'un moment, ils ont un peu pété un câble, pour le dire trivialement, parce qu'ils leur ont dit, vous êtes bien sympa, mais vous nous envoyez des données non structurées. Alors, c'est génial parce que ça nous fait plein de verbatim. Mais nous, comment vous voulez qu'on utilise ça comme matière pour réussir à mettre en place des actions d'amélioration? Il y a beaucoup trop de matière, il y a des données qui partent dans tous les sens. Du coup, le NHS a demandé à une équipe d'Imperial College de créer pour eux, du coup, des banques d'algorithmes de traitement automatique du langage et de tableaux de bord. Et c'est Mustafa Kanbay qui a fait ça, qui est un chirurgien anglais, qui a fait ça dans le cadre de sa thèse de sciences et qui, du coup, à chaque étape, a publié ces éléments. Donc, on avait déjà tout ce travail qui a été fait par le NHS. Et en parallèle de ce qu'on a fait, nous, en France, la Haute Autorité de Santé a fait le même travail. C'est-à-dire que eux, ils ont pris tous les verbatim qui ont été recueillis depuis le début du questionnaire. Ils en ont fait une analyse avec des algorithmes de traitement automatique du langage. Ils en ont conclu qu'il y avait une richesse et une importance très forte de l'expression libre des patients. Donc, c'était très intéressant, ces verbatim. Que c'était du coup une ressource c'était en tout cas une source d'amélioration qui était très intéressant. Ils mettaient notamment en évidence que les éléments quantitatifs, c'était des super indicateurs pour suivre ce qui se passait dans le temps. Mais par contre, pour mettre en place des actions d'amélioration, ça servait pas à grand chose. Que les actions d'amélioration, on pouvait les trouver plutôt dans les verbatim d'expérience patient. Et donc, ils demandaient aux établissements de mettre en place des ressources internes pour faire ce type d'analyse. Et bien sûr, ils ont essayé de pas faire la même erreur que la NHS, c'est qu'en parallèle, ils ont annoncé que du coup, ils construisaient un outil public qu'ils le mettaient à disposition des établissements. Et donc là, c'est déjà le cas. Donc ça, cette étude, elle date de 2021, de 2022. Mais du coup, maintenant, en 2024, ils ont du coup mis en place un outil numérique gratuit pour analyser les réponses des patients au questionnaire ISATIS. Donc maintenant, en France, tous les établissements de santé qui sont soumis au questionnaire ISATIS ont leur analyse quantitative et l'analyse qualitative des verbatim. Alors, sur quelque chose d'assez basique pour l'instant, mais qui risque d'évoluer au fur et à mesure. Et donc, nous, puisque initialement la chaise ne devait pas sortir spécialement d'outils, et puis surtout pour pouvoir répondre rapidement aux besoins des établissements, on a créé un projet qui s'appelle Verbatim Care, qui est donc un projet numérique qui a été co-développé avec un certain nombre d'établissements. Je vais vous en parler juste après. Mais avant, je voulais vous parler très rapidement de ce que c'est le traitement automatique du langage. Donc, c'est un domaine multidisciplinaire qui est
à l'intersection entre la linguistique, l'informatique et bien sûr l'intelligence artificielle, qui vise du coup à créer des outils pour être capable d'interpréter et ou de synthétiser du texte. Donc nous, on va plutôt être sur de l'interprétation. Alors, ben, il y a plein d'approches différentes. Là, je vous ai partagé l'approche dite classique, où on va du coup prendre des fichiers textes, donc des textes bien sûr qui sont numériques, donc qui ont été ou numérisés ou qui sont déjà numériques. On va du coup déterminer à l'intérieur de quelle langue ça parle. Nous, on parlait pour l'instant que en français. Et puis, on va faire un certain nombre de travail de pré-processing, c'est-à-dire un travail pour faire que cette donnée non structurée commence à être structurée. Donc, on va supprimer un certain nombre de mots, on va raccourcir les mots pour garder que les lemmes des mots, etc. Puis, on va les faire passer donc dans des algorithmes qui ont été entraînés ou qui sont des algorithmes disponibles sur étagère pour réussir finalement à avoir comme sortie de ces algorithmes une analyse en sentiments, une classification en thématiques, en sous-thématiques, etc. Alors ça, je mets bien en évidence que c'est l'approche classique, puisque maintenant, notamment avec les grands modèles de langage, les LLM, on peut réussir à faire ça sans être obligé d'utiliser ces différentes étapes, sans être obligé d'entraîner soi-même des algorithmes qui ouvrent quand même des portes assez intéressantes sur ça. Mais comment ça marche de manière très concrète? Eh ben, en fait, nous, ce qu'on a fait, je vais vous le montrer juste après, on a entraîné des algorithmes. Donc, on a fait du traitement automatique du langage qu'on dit supervisé. Donc, on a supervisé des algorithmes pour leur apprendre à faire notre travail. C'est-à-dire comme on pourrait le faire pour la reconnaissance d'image, pour qu'une intelligence artificielle arrive à déterminer que ça c'est une pomme et que ça c'est un raisin, eh ben on va tout simplement étiqueter des données. Donc là, ben, on aurait étiqueté des images pour dire c'est une pomme, c'est un raisin, c'est une pomme, c'est un raisin, c'est un raisin, c'est une pomme. Ben, nous, on a fait la même chose, sauf qu'on l'a fait sur des phrases. Cette phrase veut dire que ça parle de tel sujet. Cette phrase veut dire que c'est une très bonne expérience patient. Cette phrase veut dire que ça parle du vécu du soin, etc., etc. À force de le faire, les algorithmes vont réussir à créer finalement une représentation matricielle, donc une représentation dans l'espace avec un très très grand nombre de dimensions, pour finalement construire une connaissance finalement de ce que c'est pour eux les différents termes qui concernent l'expérience patient. Donc là, de manière très schématique, on représente du coup 4 mots: le roi, la reine, un homme, une femme. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a la même distance entre roi et reine qu'entre homme et femme. Et en fait, c'est pour ça que je parle de distance, parce que du coup, on va calculer des distances vectorielles. Et c'est de cette manière-là qu'on va réussir à transformer ce qui était initialement du texte en chiffres et du coup en quelque chose qui puisse être utilisé par une machine pour réussir à faire des calculs et réussir à voir notamment s'il y a tel mot et tel mot, alors je regarde dans mon espace matriciel, ah oui, tel mot et tel mot avec celui-ci et celui-ci, ça, si on les ajoute ensemble, il y a des chances que ça soit du coup cette thématique dont le patient veut parler. Et c'est vraiment de cette manière-là, donc un peu comme une intelligence humaine, sauf que là, on va essayer de le reproduire de manière assez simplifiée au travers d'algorithmes. Alors, comment on a fait? Et je vais vous présenter rapidement cette approche pour qu'on puisse avoir du temps après pour répondre à votre question. Donc, on a co-développé Verbatim Care avec 9 établissements de santé. On a récupéré auprès de ces 9 établissements de santé que vous voyez ici, donc un peu de tout type d'établissements sanitaires en France. On a récupéré un peu plus de 100 000 verbatim d'expérience patient, donc 100 000 réponses de patients aux 2 questions à la fin du questionnaire ESATIS. Et on leur a demandé de mobiliser un peu plus, en tout cas à peu près une dizaine de professionnels de santé, de la qualité, des représentants des usagers et des patients partenaires pour co-développer avec eux du début à la fin toute l'approche. Alors, comment on a fait? Premièrement, nous, donc à 4, 2 professionnels de santé chez Entends-moi, donc la société Entends-moi, et 2 patientes partenaires, on a déjà commencé à lire un peu plus de 20 000 verbatim d'expérience patient. Donc, on avait les verbatim, on avait des listes, et puis on les lisait, puis au fur et à mesure, on se faisait des ateliers de triangulation pour essayer de construire une ontologie, c'est-à-dire construire une grille d'analyse. Quelle classification on va réussir à mettre en place? Donc, quelles sont les grandes thématiques? Quelles sont les sous-thématiques? Donc, finalement, comme si on faisait du codage sur de la donnée qualitative. On a du coup commencé à faire une première proposition de grille d'analyse et puis on a après proposé ça aux professionnels au travers d'ateliers de co-développement de 2 heures dans chaque établissement. On leur a du coup demandé déjà de classer chaque thématique et chaque sous-thématique pour savoir est-ce que c'était pour eux des thématiques importantes, très importantes, pas du tout importantes.
c'était pas du tout utile, utile ou très utile. C'est-à-dire, est-ce que cette thématique demain, si elle est représentée dans un tableau de bord, elle sera utile pour moi en tant que professionnel? Tout l'objectif était de trouver l'équilibre pour ne pas dénaturer ce que les patients ont partagé, mais en même temps, nous, on était là pour construire un outil qui va vraiment servir pour améliorer la qualité des soins, donc qui serve et qui soit utilisé par les professionnels dans les établissements. Donc, ça nous a permis d'arriver ensemble. Ils pouvaient bien sûr aussi rajouter des thématiques. Ça nous a permis d'arriver ensemble à 11 grandes thématiques, donc 11 grandes composantes de l'expérience patient, 66 sous-thématiques qu'on a appelées des leviers d'action, puisqu'on va voir que c'est des éléments qui sont assez précis pour réussir à ce que les professionnels se mettent en action. Et puis, 4 niveaux de ressenti. Est-ce que le patient a partagé une expérience très négative, positive ou très positive? Bien sûr, tout ça, la lecture des verbatims, les ateliers de co-développement a été réalisé en partenariat patient-professionnel. Et donc, ça donne ça comme classification. Donc, vous voyez, des thématiques assez classiques, hein, relation avec le personnel, vécu du soin, vécu du repas, vécu en lien avec l'entourage, vécu au sein des locaux, vécu de la sortie, de l'admission, de la chambre. Et puis, tout ce qui concerne les remerciements, donc toutes les personnes qui, globalement, disent merci de manière assez générale. Tout ce qui est non précisé, donc juste, c'était super. Il faut bien les mettre quelque part. Et puis, pour les établissements privés à but lucratif, tout ce qui concerne les coûts des soins. Une fois qu'on a créé cette grille d'analyse, maintenant, il fallait entraîner les algorithmes. Et donc là, de la même manière, on a voulu absolument le faire en partenariat patient-professionnel. Donc pareil, nous 4, chez Entends-moi, 2 patients, 2 professionnels de santé. Cette fois, on n'a pas fait que lire les verbatims, mais on les a classés. On les a classés dans les thématiques, les sous-thématiques et les niveaux de ressenti qui avaient été déterminés en amont par les ateliers de co-développement. Donc, on a fait ça pendant des mois et des mois sur un peu plus de 50 000 verbatims. Donc, en fait, ça a été 2 fois 25 000 parce qu'il a fallu réentraîner les algorithmes. Et donc, par un jeu d'entraînement d'essai-erreur, puisque finalement, les algorithmes, ils vont essayer de faire une première prédiction. Au début, bien sûr, ils vont être nuls. Du coup, on va leur renvoyer des informations pour qu'ils essayent de s'améliorer. Et comme ça, à force d'essai-erreur, ils vont petit à petit réussir à eux-mêmes trouver de quelle manière il faut finalement agencer leur compréhension pour réussir à faire une prédiction qui soit de haut niveau. C'est-à-dire qu'on va avoir au début du texte, en entrée du texte, au milieu des algorithmes et en sortie une probabilité. La probabilité, c'est je suis un algorithme dont mon rôle est d'analyser est-ce que ce verbatim appartient ou non à la thématique relation avec le personnel. Je dois donc à la fin donner une probabilité. Et donc je dis par exemple ce verbatim-là, je vais vous donner je crois un exemple juste après. Les infirmières sont toujours très agréables, réactives et à l'écoute malgré la charge de travail. Ce verbatim-là, chaque case est un algorithme différent. Et donc, chaque algorithme va donner une probabilité. Par exemple, en lisant ce verbatim, l'algorithme repas, normalement, devrait donner une probabilité, disons, à 10%. Il y a 10% de chances que ce verbatim appartienne à la catégorie repas. Par contre, normalement, personnel devrait donner, par exemple, 85%. Voire même, là, vu qu'il y a plusieurs mots comme infirmière, comme travail, etc., il devrait peut-être même donner 95%. Et nous, on a mis comme limite 80%. C'est-à-dire que tout ce qui dépasse 80% est classé dans la thématique en question. Donc là, c'est facile. Les infirmières sont toujours très agréables et réactives à l'écoute malgré la charge de travail. Ça concerne que le personnel. Par contre, ça concerne quelle sous-thématique? Est-ce que ça concerne le savoir-faire, l'accueil, le respect des mesures d'hygiène? Non, pas vraiment. Ça concerne plutôt le savoir-être, agréable, et réactive plutôt sur la disponibilité, et puis l'écoute, donc plutôt la communication. Et donc ça va être les algorithmes qui vont petit à petit apprendre à le faire automatiquement grâce à nos entraînements. Et puis, il va avoir aussi une analyse de sentiment qui va donc permettre de classer. Ici, c'est une expérience très positive, donc 4 sur 4. Bien sûr, tout ça, on fait des analyses statistiques pour voir est-ce que les algorithmes réussissent par rapport aux experts, donc par rapport aux humains, à donner des bonnes prédictions. C'est ce qu'on appelle les calculs de F-score. Donc, globalement, on va calculer les vrais positifs, les vrais négatifs, les faux positifs, les faux négatifs. On va faire un petit calcul savant autour de ça et ça va nous permettre d'avoir des résultats que, du coup, on a comparés à la littérature internationale puisque Mustapha Kambay avait fait une revue de la littérature sur justement l'application du traitement automatique du langage à l'analyse de l'expérience patient. On a pu voir que finalement, on était déjà ceux qui avaient fait, qui avaient entraîné leurs algorithmes sur le plus de données existantes et surtout qu'on avait des résultats qui étaient équivalents, voire supérieurs, mais surtout que nous, on avait 11 thématiques différentes, alors que la plupart classaient les verbatims
en maximum 5 thématiques. Deuxième chose, c'est qu'on a validé par rapport au questionnaire ISATIS, donc c'est-à-dire par rapport aux questions fermées, on a validé est-ce qu'on arrivait bien à finalement retrouver l'ensemble des thématiques qui étaient présentes dans le questionnaire, donc dans les questions fermées. Puisque les questions fermées, comme je vous ai dit, quand le questionnaire a été créé en 2016, ça a été déterminé comme étant les thématiques les plus importantes à recueillir. Donc on a comparé les deux. On a vu que finalement les 60 questions fermées, ça représente à peu près 45, 46 ici exactement, thématiques différentes. Donc, les 60 questions fermées permettent de collecter des informations sur l'expérience patient concernant 46 thématiques différentes. Nous, on a comparé les deux questions ouvertes. Quelles étaient les thématiques qu'on arrivait à retrouver dans ces deux questions ouvertes? Eh ben, on arrive à retrouver 44 des 46 thématiques. Les deux qu'on n'arrive pas à retrouver, c'est les éléments sur notamment est-ce qu'on a bien demandé l'identité de la personne avant sa chirurgie ambulatoire? Est-ce que la personne a bien eu ses ordonnances avant la chirurgie ambulatoire? Donc, des éléments plutôt de sécurité, donc des choses que les patients ne partagent pas par eux-mêmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a retrouvé quasi l'entièreté des thématiques, mais surtout, on a réussi à identifier 45 autres thématiques. 45 thématiques supplémentaires que si on n'avait pas ces questions ouvertes, on serait passé à côté. Un exemple, nous on avait des données qui étaient notamment pendant la période Covid. Tout l'impact que la période Covid, notamment sur les visites, a eu sur l'expérience des patients, nous on était capable du coup de capter. Bien sûr, en 2016, ils n'avaient pas prévu des questions par rapport à l'impact du Covid. Et d'ailleurs, des expériences positives, négatives comme positives. En maternité, il y a eu du coup beaucoup de retours très positifs des jeunes mères qui disaient nous on était très contents en maternité de pas avoir toute la famille qui d'un coup venait nous voir. Grâce aux limitations de visite, ça nous a permis d'être tranquilles pendant 1 ou 2 jours pour après avoir tout le monde. Mais aussi, si de plus en plus d'établissements mettent en place un portail patient, c'est-à-dire un dossier informatisé du patient où il va pouvoir s'inscrire dès l'entrée dans son établissement, etc. Ça, il va vivre aussi une expérience concernant ce dispositif. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas prévu dans le questionnaire initial. Autre élément, les patients qui sont en situation de handicap. Est-ce que l'établissement est accessible pour eux? Ça, dans les 60 questions fermées, vu que ça concerne qu'une toute petite partie des usagers de l'établissement, ce n'est pas une question qu'ils avaient bien sûr choisie. Mais les personnes en situation de handicap, dans les questions ouvertes, en parlent parce que c'est important pour eux. Donc voilà, donc ça c'est pour dire que ça nous a permis de valider, notamment de manière qualitative et quantitative, que au travers des algorithmes, on arrivait à identifier beaucoup de thématiques différentes. Enfin, il a fallu du coup travailler sur la visualisation de ces analyses, puisque l'objectif c'était pas de faire un rapport tous les X années, mais c'était que ces analyses puissent se faire en continu. C'est bien l'objectif d'utiliser du traitement automatique du langage. C'était que ces analyses se puissent faire en continu et que les informations qui ressortent de ces analyses puissent du coup être mises à disposition de la même manière en continu de tous les professionnels, mais aussi des représentants des usagers. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a fait du coup une analyse de la littérature où ça inspiré bien sûr de nos collègues du NHS, mais aussi de Stanford qui avaient fait plusieurs articles sur des tableaux de bord d'expérience patient. On a, nous, commencé à faire des visualisations avec des designers et puis on a proposé ça de la même manière aux 78 professionnels de la santé, de la qualité et les patients partenaires et aux représentants des usagers pour essayer de co-développer avec eux des tableaux de bord. Donc, je vous en ai mis ici quelques visualisations, celles qui pour moi me paraissent les plus intéressantes, puisque bon, des histogrammes comme ça, c'est un peu classique. Et surtout, on a travaillé avec les managers de proximité, c'est-à-dire les cadres de santé, notamment issus de l'expérience de Moustapha Kanbay et de ses collaborateurs. On a travaillé avec eux des tableaux de bord dédiés pour eux. Puisque eux, en fait, on leur a demandé qu'est-ce qui est important pour vous et surtout ce sur quoi vous allez pouvoir agir, notamment en tant que cadre de santé. Pourquoi on a choisi les cadres de santé? Puisque les plus proches des cliniciens et du coup des patients qui ont un minimum un rôle sur l'amélioration de la qualité des soins, c'est les cadres de santé. Dans les unités, en tout cas nous en France, ceux qui s'occupent de la partie qualité au plus proche des patients, c'est bien sûr la direction de qualité avec le responsable d'amélioration de la qualité, mais c'est surtout par l'intermédiaire des cadres de santé. Du coup, on les a réunis, on leur a demandé quels sont les éléments sur lesquels vous allez pouvoir agir. Ils ont dit par exemple, nous, le repas, ça passe par un prestataire externe, c'est pas nous qui allons changer comment le repas est organisé ou qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'assiette. Par contre, nous, l'admission, la relation avec le personnel, le vécu du soin et la sortie, c'est ça qui est important pour nous. Du coup, on leur a fait une visualisation en trimap qui permet d'avoir, plus la case est grande, plus les patients parlent de ce sujet, plus c'est vert, plus c'est positif, plus c'est rouge, plus c'est négatif. Et donc, si je me connecte et que je rentre mon service, je vais avoir une visualisation
par rapport à mon service, où je vais voir que globalement, tout se passe bien. Il y a quand même des éléments un peu neutres, mais par exemple, sur le vécu du soin, on a un gros problème de temps d'attente. Je clique sur temps d'attente et j'ai tous les verbatims qui correspondent au temps d'attente dans mon service. Mais aussi, leur objectif, c'était de réussir à diffuser ces informations-là auprès des professionnels qui vont vraiment pouvoir agir auprès des patients et qui vont pouvoir changer même la relation thérapeutique qu'ils vont avoir pour essayer d'améliorer l'expérience patient. Et donc, on a fait avec eux une deuxième visualisation qu'on a appelée un top flop. Donc, à gauche, dans mon service, top 5 de ce qu'on fait bien, à droite, top 5 de ce qu'on pourrait améliorer. C'est directement identifié par les algorithmes et donc ça permet de voir que, je vous le dis puisque c'est un petit peu loin, 269 verbatim parlent du savoir-être concernant la relation avec le personnel et puis il y a un verbatim qui vient illustrer la thématique. De l'autre côté, il y en a 178 qui parlent du vécu, 179 qui parlent du vécu de la sortie du côté négatif avec un verbatim qui vient illustrer cette thématique en question. Et là, les professionnels, notamment les cadres de santé, vont pouvoir juste exporter ça. Ils vont en avoir un PDF, qui vont pouvoir l'imprimer, qui vont pouvoir l'afficher. Et souvent, on a du coup les cadres de santé avec les responsables d'amélioration de la qualité, qui du coup en font des grandes affiches plastifiées et viennent du coup les présenter en 20-30 minutes à l'équipe pour leur dire, voilà, déjà, contrairement à ce que vous pouvez voir dans les lettres de plainte, dans les événements désirables, il y a beaucoup de positifs. Les patients globalement, et ça c'est pas pour rien qu'on a mis tout en vert, hein, ça c'est issu de vraies données. Pourquoi c'est tout en vert? Parce que nous on travaille pratiquement qu'avec des établissements publics ou privés d'intérêt collectif qui pour la grande majorité sont en déficit et ont des gros problèmes RH. Et pour autant la relation avec le personnel et la grande majorité du vécu du soin est positive de partout dans tous les établissements avec lesquels on travaille. Bien sûr, il y a des éléments sur la gestion de la douleur, sur le temps d'attente, etc., qui sont quelquefois négatifs. Mais surtout, ce qui est négatif, ça va être les éléments administratifs, organisationnels, le repas, la chambre, etc. Mais donc, c'est aussi pour réussir à motiver les professionnels et leur dire, il y a déjà beaucoup de positifs. Les patients vous font beaucoup de retours positifs. Vous le voyez pas toujours, mais ils sont là. Et bien sûr, par contre, on a encore quelques pistes d'amélioration. On a encore quelques éléments à améliorer. Donc, on travaille ensemble pour trouver ces pistes d'amélioration. Ouais, donc je termine par vous dire un peu le cadre théorique dans lequel moi je m'inscris pour maintenant faire du coup une étude de cas internationale dont l'objectif est d'étudier lorsqu'on met en place ce type d'approche, donc c'est-à-dire on prend des verbatims d'expérience patient qui viennent de n'importe quelle source, on les analyse automatiquement, on les retranscrit dans des tableaux de bord ou en tout cas qu'on les utilise dans un objectif d'amélioration en continu de la qualité. Déjà à toutes les étapes, comment les patients sont impliqués. Est-ce que l'application des patients à toutes les étapes a un impact? Et puis surtout, quel est l'impact de cette approche? Et donc pour ça, on utilise le cadre des Learning Health Systems, donc des systèmes de santé apprenants, et particulièrement ce cadre théorique de Mathieu Meunier et collaborateurs, de Value Creating Learning Health System, donc qui met finalement en rapport, moi, les deux sujets sur lesquels je travaille, c'est-à-dire comment on améliore en continu la qualité à partir de la donnée, c'est-à-dire comment on passe de la pratique clinique à la donnée, comment on passe de la donnée à la connaissance et de la connaissance à la pratique en essayant du coup d'avoir des boucles d'amélioration en continu de la qualité. Donc, ce qu'on connaît depuis toujours, hein, simplement là, le focus qui est fait, c'est notamment sur la data, en disant que c'est grâce à la data et notamment au big data et du coup à l'analyse de cette donnée qu'on va réussir à vraiment avoir des informations qui soient de qualité pour réussir à mettre en place des cycles d'amélioration en continu de la qualité. Mais surtout, tout ça, c'est pas juste améliorer la qualité pour améliorer la qualité, c'est le faire pour réussir à améliorer la valeur pour les patients. Donc la valeur, eux qui dans leur consensus d'experts ont défini comme 4 grands composantes qui sont le quadruple aim qu'on connaît très bien. Donc l'expérience patient, la santé de la population, les coûts de santé et l'expérience ou plus largement le bien-être et la qualité de vie au travail des professionnels. Et donc on voit bien où finalement cette valeur doit orienter la méthode d'amélioration continue de la qualité et bien sûr dans l'autre sens ces cycles d'amélioration continue de la qualité doivent avoir comme objectif final d'améliorer cette valeur. Donc ça, c'est la partie, disons, amélioration organisationnelle, mais on essaye aussi de s'inscrire dans un cadre théorique des parties prenantes et notamment de la démocratie organisationnelle. Et donc ça, c'est un premier cas qu'on est en train d'étudier en Belgique, qui utilise du coup notre approche. Et donc, on a présenté ça il y a quelques semaines au congrès de Leidschon à Amsterdam, pour mettre en évidence que dans leur approche, en tout cas, un cycle d'amélioration en continu de la qualité basé sur l'expérience patient prend ces différentes étapes.
Je recueille des questionnaires libres, donc des questionnaires qui sont composés de questions libres qui ont été co-développés avec des patients. J'utilise des algorithmes de traitement automatique du langage qui ont été co-développés avec les patients. Je visualise ces informations-là avec des tableaux de bord qui ont été co-développés avec les patients. Bien sûr, ces informations-là sont partagées à l'ensemble des professionnels, mais aussi à un comité de patients. Comité de patients qui est composé de membres de la cellule qualité et de patients qui sont les anciens patients devenus patients partenaires, mais aussi des patients actuels puisque c'est un SSR, donc il y a des patients qui restent longtemps. Et c'est ce comité patient, cellule qualité plus patient partenaire, qui vont du coup co-décider des actions pratiques d'amélioration de la qualité, une fois bien sûr validation par la direction générale. Ces actions vont être du coup évaluées avec une mesure d'impact par les prochains retours, mais aussi ça va permettre d'orienter la stratégie de l'hôpital puisque ces retours vont être utilisés par des patients, deux patients du comité patient pour siéger dans toutes les instances stratégiques de l'hôpital et donc prendre des décisions basées sur l'expérience patient, mais l'expérience patient qui n'est pas apportée par n'importe qui est apportée par des patients partenaires. Et donc, on essaie de voir finalement cette approche avec l'implication des patients à toutes les étapes, quel impact ça a particulièrement par rapport à tout. Voilà, c'était ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc, l'approche qu'on a développée, qui est la deuxième grosse partie de mon doctorat que je fais du coup à l'Université Lyon 3. Et donc, ça a quelques ressources bibliographiques supplémentaires. Et pour vous dire que du coup, tous les mardis matins, comme ce matin, je publie du coup une veille scientifique sur notre page LinkedIn pour essayer de résumer, de synthétiser et surtout de donner envie du coup aux professionnels, notamment de la qualité, mais aussi aux patients, aux représentants des usagers, de lire des ressources, que ce soit scientifiques ou professionnelles, concernant les PREMS, les PROMS, la valeur en santé, la démocratie en santé, le partenariat patient, etc. Voilà, merci pour votre attention.